Je reviens un petit peu aux images. Par rapport à notre enfance, les images sont de plus en plus violentes. Est-ce que ce sont les enfants à tendance violente qui se complaisent là-dedans, ou est-ce que le fait, pour des enfants, je dirais, particulièrement calmes, d'être exposés toute la journée à ces jeux, à mon sens stupides, mais qu'ils adorent, est-ce que cela peut avoir une influence sur leur comportement? Oui, alors apparemment oui, mais ça reste encore débattu. C'est compliqué. Vous avez des livres là-dessus, mais c'est compliqué. Alors pourquoi? Parce que déjà, il faut distinguer les effets des images chez le tout petit des effets des images chez l'enfant un peu plus grand. Ça veut dire quoi en pratique? Ça veut dire que l'enfant ne réagit pas aux images de la même manière selon qu'il comprend à peu près leur signification, leurs enjeux, c'est beaucoup dire, dans le et selon qu'il ne comprend pas. C'est-à-dire pour moi, vous savez, pas de télé avant 3 ans, parce qu'avant 3 ans, l'enfant est incapable de rien comprendre à ce qu'il voit, et donc du coup, il en est malmené, et donc du coup, il peut avoir tendance à s'enquister par crainte, par insécurité. Quand on sait bien, nous adultes, quand on est insécurisé, on a tendance à devenir rigide. Et un enfant, c'est encore pire. Un enfant qui est constamment insécurisé par les images, il peut devenir psychorigide. S'il est psychorigide, il va se figer dans un profil, dans ce qu'on appelle en psychologie le modèle interne-opérance, et il va toujours avoir tendance à réagir de la même manière aux situations. Donc ça veut dire qu'il y en a qui vont se figer dans un profil de victime, il y en a qui vont se figer dans un profil d'agresseur, parce que dans tous les cas, ils seront submergés de choses qui les dépasseront, qu'ils ne comprendront rien. Mais alors quand l'enfant devient un peu plus grand, 4, 5, 6 ans, on comprend un peu mieux les enjeux des images, alors effectivement la tentation c'est d'y prendre des modèles. Alors, si les images violentes se terminaient toujours par la punition du méchant, on pourrait dire c'est moins grave. Le problème c'est que même s'il y a toujours la punition du méchant, comme l'enfant a une capacité de mémorisation courte, si pendant 25 minutes, le méchant n'est pas embêté et qu'il est embêté sur les 10 dernières minutes, pour un enfant, c'est comme s'il ne l'était pas, puisqu'il mémorise par tranche de 10 minutes. Et puis, il ne faut pas oublier aussi tous les programmes pour adultes dont l'enfant ne voit que le début. Bon, il y a beaucoup de programmes pour adultes que les enfants regardent à la télévision entre 20h30 et 21h, et il y a beaucoup de films pour adultes à la télévision qui commencent par des choses très violentes, et puis parce que c'est une manière de capter l'attention du spectateur, et puis après ça devient moins violent, puis le dénouement éventuellement devient violent, enfin c'est très violent le premier quart d'heure, puis il y a 1 heure moins violent, puis 10 minutes de violence à nouveau à la fin. Et donc il y a beaucoup d'enfants qui voient des programmes pour adultes très violents au début, puis après ils vont se coucher. Donc ils n'ont pas vu tout ce qui pourrait donner du sens, et puis ils n'ont pas vu non plus le fait que le méchant du début soit éventuellement tué au bout de 45 minutes, de manière encore plus horrible, etc. Donc, si vous voulez, tout ça fait en effet que beaucoup d'enfants grandissent en ayant des représentations de violence dans lesquelles la violence est légitime. Alors les enfants, ils sont comme nous, c'est-à-dire quand ils voient des modèles fonctionner, ils ont tendance à les reproduire. C'est-à-dire si on n'a jamais lu aucun livre sur la Chine, ou si on n'a jamais lu aucun livre sur le Japon, et qu'on voit qu'au Japon, les gens s'inclinent tous comme ça 3 fois avant de se parler, si on n'est pas trop bête, on va faire pareil. On va dire, voilà, j'ai compris, on fait pareil. Donc les enfants, ils font comme nous, adultes, s'ils voient un truc qui paraît marcher à la télévision, ils vont essayer de le faire. Alors c'est là que l'environnement parental joue un rôle très très important. Si les parents disent non, c'est comme ça à la télé, mais c'est pas comme ça chez nous, l'enfant est remis dans le chemin de la logique et de la morale familiale. Malheureusement, les enfants qui grandissent dans des familles où il n'y a pas de repères, où les parents sont complètement ailleurs, alors, pas de repères, c'est un peu caricatural, il y en a toujours, mais les parents qui sont notamment des parents immigrés, qui ont perdu les repères de la culture d'origine, qui n'ont pas encore retrouvé les repères de la culture d'adoption. Donc de ce point de vue-là, il vaut mieux à la limite des parents qui gardent leurs repères de la culture d'origine, même s'ils sont un peu raides. Au moins ça donne des repères à l'enfant, plutôt que ce qu'ils ont abandonné les repères de la culture d'origine, ils n'ont pas encore bien intériorisé les repères de la culture d'adoption. Ou alors des parents qui sont déprimés, des parents séparés, qui pleurent, qui pensent toujours au bon temps où ils n'étaient pas séparés, ou je ne sais pas, ou des parents qui ne s'entendent pas, ou des parents malmenés dans leur travail, voilà. Donc ces enfants-là, ils sont très menacés, en effet, d'adopter des modèles violents, de reproduire les modèles violents qu'ils voient. Alors heureusement, il n'y a pas que la famille, il y a l'école aussi, donc il faudrait que l'école soit un peu
un peu plus structurante qu'elle est aujourd'hui. Voilà. Et donc, beaucoup d'études ont montré que, oui, il y avait un grand risque à ce que des enfants... qu'il y avait une tendance normale des enfants à essayer tous les modèles qu'ils voient fonctionner, y compris ceux de la télévision. Et ça, c'est pas pathologique du tout, c'est bien normal. Je veux dire, ils imitent les modèles qu'ils voient. Si vous voulez que les enfants n'imitent que les modèles familiaux, il ne faut pas non plus les amener au jardin public, il faut même éviter de les mettre à l'école. Parce qu'ils imitent les modèles des grands à l'école, les modèles du jardin public, les modèles de la télévision. Pour eux, tout ça est équivalent. Il n'y a pas de différence. Les modèles du catch, les modèles des films policiers, les modèles des dessins animés, tous les modèles. Mais c'est l'extraordinaire curiosité de l'enfant qui fait qu'il va prendre tous les modèles et les essayer. Et donc oui, beaucoup d'études ont montré que la menace était grande, que les enfants donc valorisent ces modèles lorsqu'il n'y a pas des contre-modèles. Donc c'est très important que la société construise des contre-modèles. Alors il y a des gens qui disent, comme la télévision semble rendre les enfants plus violents, il faut arrêter la télévision. Enfin, d'abord, est-ce que c'est possible ? 2, ça vous fait rire, mais moi aussi. 2, est-ce que vraiment la télévision n'apporte pas des choses positives ? Si. J'ai entendu il y a 2 jours que l'introduction de la télévision en Amérique latine a apporté, pour certains chercheurs, l'introduction de la télévision en Amérique latine a augmenté la violence des enfants. Voilà. Mais pour d'autres chercheurs, l'introduction de la télévision en Amérique latine a énormément modifié les représentations que les femmes ont d'elles-mêmes et a complètement bouleversé la relation très machiste des familles, enfin la structure très machiste des familles sud-américaines, et a permis aux femmes de faire valoir leurs droits, de revendiquer leur droit à la contraception, etc. Donc la télévision, et c'était le modèle américain. Le modèle américain apportant beaucoup de violence, mais apportant en plus un modèle de la femme qui a été très, très, très structurant et très positif pour les femmes d'Amérique latine. Donc arrêter la télévision, ça supposerait qu'on la juge toute mauvaise, on n'est pas toute mauvaise. Voilà. Par contre, construire des pare-feux, c'est éviter que les problèmes générés par les spectacles violents puissent avoir éviter les problèmes liés au fait que les spectacles violents peuvent avoir des conséquences graves sur des enfants portés à la violence ou en manquant de repères familiaux. Je ne dis pas fragile, parce que le fait d'être porté à la violence, ça ne veut pas dire qu'on est fragile. La fragilité, c'est une invention d'adultes. Les enfants sont un peu plus fragiles que les adultes. Mais les enfants manquant de repères, et donc du coup, tenter de les prendre là. Voilà, donc il faut construire des pare-feux éducatifs, des familles plus structurantes qu'elles ne le soient aujourd'hui. Mais c'est pas impossible. Et puis il faut créer, c'est devenu l'Arlésienne, il faut créer une éducation aux images, etc. Enfin, aucun gouvernement ne s'en soucie vraiment, bien que l'Union européenne, régulièrement, l'Union européenne d'ailleurs a même inscrit l'éducation aux médias, c'est pas l'éducation aux médias, l'Union européenne a inscrit l'éducation aux médias dans l'obligation des gouvernements européens. Mais l'Union européenne n'a pas le pouvoir de l'imposer au gouvernement européen. Et aucun gouvernement n'est vraiment soucieux de développer l'éducation aux médias. Ça se comprend parce que tous les hommes politiques, en grande partie, s'emploient à faire croire aux citoyens que l'image qu'ils construisent d'eux-mêmes est vraie, correspond à la réalité. Alors, dès qu'on Strauss-Kahn encore, on sait bien que toutes les images que les politiciens construisent d'eux ne correspondent pas du tout à la réalité. Enfin, j'espère que vous le savez tous. Mais si vous voulez, les politiques résistent à l'idée d'expliquer ça aux enfants tout petits. Donc ils n'ont pas très envie qu'on fasse une éducation aux médias. Il faudra bien y arriver quand même. Voilà, donc la réponse est compliquée à votre question. Pour ça, moi je dis oui, effectivement, il y a un vrai danger potentiel de ce spectacle ultra-violent. Il y a aussi un danger de la bêtise, il ne faut pas l'oublier. Je veux dire, quand on pense télé, on pense violence, mais il faut penser aussi bêtise et publicité. Les deux étant la main dans la main. La publicité est terrible, je veux dire, vous savez, les enfants aujourd'hui se constituent en prescripteurs familiaux parce qu'ils ont la publicité comme un marteau qui leur tape sur la tête pour leur faire croire que certains produits doivent absolument être acquis par leur famille. Les enfants sont utilisés comme des agents publicitaires dans les familles. Donc il y a des préconisations. Moi j'ai honte, un peu honte quand même, que quand la France avait la direction de
la commission sur la culture en Europe, on n'est pas, le gouvernement français ne soit pas plus soucié de nous aligner sur la Suède. La Suède, les publicités sont interdites pendant les programmes enfants et dans une tranche horaire, je crois que c'est un quart d'heure, une demi-heure, je ne sais pas avant, mais une tranche horaire après. Toutes les études montrent que les enfants ne sont pas vraiment capables de faire face au martèlement publicitaire. Donc la publicité, puis la bêtise, c'est quand même le règne de la télévision. Oui, je vais passer le micro à madame, et je voulais juste dire pour nos qu'il y a plein de gens qui n'ont pas pu rentrer, qui sont à l'étage. Donc après, nous essaierons une opération de duplex, je ne sais pas si c'est possible, et on alternera une question en haut, une question en bas. Voilà. Je voudrais savoir s'il y a des conséquences pour les enfants qui sont dans des foyers donc, dans lesquels il n'y a volontairement pas de téléviseur. La télévision n'est pas le seul écran maintenant. Hein. Souvent, il y a Internet quand même. Dans beaucoup des familles cultivées, bon, il peut y avoir ni télévision ni Internet, mais la télévision est chez les copains. Et puis, il est bien rare que quand l'enfant va chez ses grands-parents, il ne voit pas la télévision. Parce qu'il y a en effet de plus en plus de parents élevant leurs enfants qui se passent de télévision, parce qu'ils n'ont pas le temps de regarder, et puis maintenant ils mettent des DVD à leurs enfants. Mais en revanche, quand ces mêmes enfants vont chez les grands-parents, ou chez des oncles, ou chez des tantes, ou chez des copains, ils voient la télévision. Donc tous les enfants ont une expérience de la télévision, ou alors même s'ils n'ont pas l'expérience de la télévision, ils ont une expérience des DVD vus sur l'écran. Voilà, donc si vous voulez, il n'y a aucun problème à ne pas voir la télévision, puis de toute façon, on la voit quand même ailleurs. Ça reste occasionnel. Comment ? Ça reste occasionnel. Oui, mais si vous voulez, on ne se désocialise pas quand on ne regarde pas la télévision. Les enfants qui ne regardent pas la télévision, ils s'arrangent toujours pour développer d'autres centres d'intérêt avec leurs camarades. Il n'y a pas d'obligation à regarder la télévision pour se socialiser. Alors c'est vrai qu'il y a des séries télévisées qui ont beaucoup de succès parmi les jeunes, mais un jeune qui ne la regarde pas, il arrive toujours quand même à s'en faire une idée. Il en discute avec ses copains. Oui, c'est ça le problème, c'est est-ce qu'il peut en discuter avec les copains ? Ouais, encore heureux qu'il discute avec ses copains. Mais si vous voulez, le principal intérêt de la télévision, c'est quand même la socialisation. Moi, je suis pour la télévision ciblée sur des programmes et un contrôle horaire très strict. Parce qu'il y a certains programmes, même dont l'enseignant parle aujourd'hui. Il arrive que l'enseignant puisse dire, vous avez vu tel programme ces derniers jours, on va en parler. Donc tous les enfants ne l'ont pas vu, mais c'est vrai que ça arrive une fois, deux fois, trois fois qu'il y a un enfant qui n'a jamais vu aucun des programmes que le maître évoque, ça devient embêtant. Donc c'est mieux de regarder la télévision de façon ciblée. Puis vous savez, c'est mieux de regarder, c'est mieux de voir les événements du 11 septembre en famille que de les voir dans la rue sur un poste en démonstration chez un vendeur de télé. Je veux dire, il y a quand même des événements terribles à la télévision qu'il vaut mieux regarder ensemble. Le tsunami, il vaut mieux le voir ensemble avec des parents qui expliquent un peu, plutôt que de voir le nez collé sur la vitrine d'un vendeur de télévision. Donc quand il y a des événements graves comme ça, c'est mieux de les regarder ensemble, plutôt d'en parler. Vous savez, le principal problème de ne pas avoir la télévision, il vaut mieux avoir une télévision qu'on allume très peu. Il vaut mieux avoir une télévision qu'on allume, je ne sais pas, une demi-heure par semaine. Plutôt que pas de télévision. Vous allez me dire pourquoi. C'est très simple. Si vous n'avez pas de télévision, l'enfant va forcément la voir ailleurs, ne serait-ce que dans la rue chez le vendeur de télé, et il n'osera pas vous parler de ce qu'il a vu, parce qu'il pensera que vous allez être furieuse, parce que vous ne voulez pas de télévision, donc vous ne voulez pas qu'il la voie. Mais si vous avez une télévision, vous allumez une demi-heure par semaine, l'enfant va penser que vous êtes d'accord, même si on ne la regarde pas beaucoup, vous êtes d'accord pour qu'il la regarde, puisque vous la regardez avec lui, ou vous lui laissez la regarder une demi-heure par semaine. Donc à ce moment-là, s'il voit quelque chose chez un camarade, ou chez le vendeur de télé, ou chez un grand-parent, il vous en parlera. Le seul intérêt d'avoir une télé, même si elle marche très rarement, le seul intérêt d'avoir une télé chez soi quand on a des enfants, même si la télé marche très rarement, c'est qu'au moins l'enfant vous parlera de ce qu'il a vu à la télé, parce qu'il ne pensera pas être grondé. Voilà. Alors si vous n'en avez pas, il ne vous en parlera pas parce qu'il pensera être grondé. Alors on va tenter une opération digne de la NASA. Est-ce qu'il y aurait une question à l'étage au-dessus ? Oui, il y a une question.
t'entend très bien. Oui, je voulais réagir par rapport à ce que la personne d'avant avait dit sur le rapport entre les enfants et les images de violence. Est-ce qu'on peut vraiment dire que les enfants ne feront pas de différence entre une violence réelle et des images de violence? C'est-à-dire, personnellement, il m'arrive très souvent, en effet, d'être face à des images particulièrement violentes dans des jeux vidéo, dans des choses comme ça. Je ne me suis jamais particulièrement senti violent. Je n'ai pas vraiment reçu, je pense, la même chose que si j'avais été face à de vraies scènes de violence. Ça dépend des enfants. Je ne sais pas qui regarder alors. C'est un peu la voix de Dieu là qui descend. Je vais regarder comme ça, un peu au hasard. Alors, oui, ben, c'est une question compliquée que vous posez. Les enfants font très bien la différence entre la réalité et la fiction, pourvu qu'on leur explique. De ce point de vue-là, ils sont comme nous. Hein. Si vous appelez chaîne en chaîne, vous ne savez jamais si vous tombez sur des images d'actualité, des images de fiction, sauf si vous avez un petit symbole. Si vous avez CNN, vous savez que c'est de la fiction. Si vous avez Gaumont, vous savez que c'est pardon, c'est CNN. CNN, vous savez que c'est du document. Voilà. Bon, mais écoutez, oui, c'est joli ça. Alors, si vous voyez une fiction avec Gaumont, vous savez que c'est une fiction. Voilà, donc ils font très bien la différence comme nous, pourvu qu'on leur dise, ils sont comme nous. Alors, en revanche, violence dans la réalité, violence en image, ça c'est plus compliqué parce que, bon, on ne va pas rentrer en détail, mais il y a les chercheurs américains qui font une fixette sur cette histoire de violence, ont identifié plusieurs types d'influences. Alors, il y a l'influence par le modèle, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en répondant à monsieur, mais il y a aussi l'influence par ce qu'ils appellent la désensibilisation. Alors, la désensibilisation, les travaux américains sont pleins de la désensibilisation. Mais il y a des auteurs comme David Buckingham, qui est l'anglais le plus célèbre à travailler sur la télévision, qui dit que ça n'existe pas. Donc en fait, si vous voulez, les choses sont beaucoup moins rigoureuses, beaucoup moins précises que ce qu'on le croit. Il y a beaucoup d'études qui tendraient à montrer que la télévision rendrait plus violent, mais en même temps, si vous voulez, il y a tellement de facteurs, de la télévision et aussi les actualités. Enfin, voilà, c'est vraiment un problème très compliqué. Dans la question de monsieur, il dit je joue à des jeux vidéo violents, je me rends bien compte, c'est une fiction, oui, mais monsieur, il est adulte. Le problème. Pas tout à fait adulte quand même, 17 ans. Monsieur, donc, il dit qu'il fait bien la différence quand il joue à un jeu vidéo et quand il voit une situation de violence réelle. Alors, monsieur, il parle d'or, monsieur, il fait bien la différence. Donc, si vous voulez, tout le problème, le jeu vidéo, c'est pas trop compliqué à faire la différence, parce que dans un jeu vidéo, vous ne manipulez que dans un jeu vidéo violent, vous ne manipulez que des images. Et donc vous voyez bien que ce n'est pas la même chose que manipuler des objets réels. Le bazooka dans un jeu vidéo, il pèse rien. Le bazooka dans la réalité, il pèse lourd. Donc on voit bien dans un jeu vidéo qu'on est amené à manipuler des objets avec une grande aisance, alors qu'on sait bien que dans la réalité, on aurait beaucoup de difficultés à les manipuler. On porte des mitrailleuses lourdes sans problème, puisque il suffit de cliquer sur je la prends d'un clic et je cours avec d'un autre clic. Donc, si vous voulez, il y a toute une distance entre la réalité et la fiction qui s'établit. D'autant plus que ce sont des situations qui sont éloignées de la vie quotidienne. Alors le problème, c'est beaucoup plus les films qui mettent en scène des criminels pervers dans la vie quotidienne. Les jeux vidéo, si vous voulez, on ne joue pas un jeu vidéo pour jouer la vie quotidienne. Il y en a, ou alors c'est l'enfer de la vie quotidienne. Un jeu qui s'appelle les Sims, on joue aux Sims pour jouer la vie quotidienne, mais pire encore que la vie quotidienne. C'est-à-dire dans la vie quotidienne, vous pouvez
bricoler la cuisine et vous nourrir pendant des années sans jamais lire un livre de cuisine. Dans les Sims, si vous ne lisez pas un livre de cuisine, vous n'allez pas arriver à faire la cuisine et votre femme va vous quitter. Donc, et si vous allez aux toilettes et que vous ne vous lavez pas les mains, vous ne pouvez pas sortir de chez vous parce que vous avez oublié de vous laver les mains et vous ratez le bus qui devait vous emmener au travail et vous perdez votre emploi. Donc c'est vraiment, la vie quotidienne, c'est un cauchemar de vie quotidienne. C'est un jeu de stratégie qui cauchemarise la vie quotidienne. Mais la plupart des jeux vidéo se passent dans un environnement complètement inhabituel. Justement, les jeux de guerre, il y en a un qui va sortir, un Call of Duty. Prochain opus de Call of Duty, un jeu de guerre très très réaliste, enfin faussement réaliste, on pourra en parler plus. Jeu de guerre faussement réaliste, eh bien, c'est dans un environnement que personne d'entre nous n'a vécu, un environnement de guerre urbaine, très contemporaine, avec un armement très contemporain, ainsi de suite. Donc le problème, c'est plus, à mon avis, la télévision avec des films ou des séries qui reproduisent l'environnement quotidien, mais avec la mise en scène de comportements extrêmes qui paraissent procurer un très grand plaisir à celui qui les accomplit. Il y a un environnement banal, une salle de cinéma, un campus, une pizzeria, et puis il y a un type qui a une jouissance extraordinaire à planter un couteau et à le tourner au hasard dans l'un des consommateurs. Alors ça, c'est un vrai problème pour moi, parce que, vous voyez, c'est l'environnement quotidien, l'acte exceptionnel, mais une jouissance extrême liée à cet acte exceptionnel. C'est le modèle du criminel pervers. Donc, même les jeux vidéo mettent en scène des situations de violence extrême exceptionnelles, hein, dans des environnements exceptionnels. En effet, c'est facile, on y joue, on fait comme si, on est dans le comme si, c'est pas pareil du tout. Alors donc c'est compliqué parce qu'entre ces deux extrêmes, il y a tous les intermédiaires. Mais enfin, il y a beaucoup de gens qui gèrent très bien. Il ne faut quand même pas oublier que dès qu'il y a un fait divers affreux, les médias vont chercher si le criminel joue aux jeux vidéo. Alors quand on trouve chez lui le même jeu vidéo que celui qu'il y a chez tous les gens qui n'ont jamais tué personne, on dit c'est à cause de ce jeu vidéo. Vous voyez, il l'avait chez lui. Ben oui, mais enfin, il y a 50 millions de personnes qui ont le même, qui n'ont jamais touché à la tête de leur voisine. Et puis il y en a un qui a tué sa voisine. Et celui-là, oui, il avait le jeu vidéo aussi. Mais enfin, vous voyez bien que c'est absurde de dire que ça peut être la faute du jeu vidéo. On redescend dans la salle de conférence. Il y aura 2 questions, je crois, avant qu'on remonte. Bonsoir, il m'est arrivé de parler avec certains adolescents et de leur demander si vous pouvez leur procurer justement un jeu vidéo violent. Et certains m'ont répondu ça m'apaise. Alors ma question est de savoir si justement cette violence, au même titre que le cinéma d'horreur, ne peut pas être aussi un exutoire dans certains cas. Une manière de, quelque part, d'exorciser une violence qu'ils ont personnellement en eux, à travers justement ces scénarios. Oui, alors c'est compliqué parce que c'est peut-être une question d'usage. Moi, je vois des adolescents, ou même des ados plutôt, qui jouent à plusieurs jeux vidéo, comme beaucoup d'ados. Alors quand ils rentrent de l'école, ils jouent à ce qu'on appelle un FPS. Un FPS, c'est First Person Shooter. Alors ça vous dit rien, mais vous allez comprendre, c'est ces jeux vidéo dans lesquels on voit une arme en bas, au milieu de l'écran, et puis il y a des ennemis qui passent, et puis on tire dessus. Un FPS, donc très violent, un Call of Duty, voilà, Battlefield. Donc FPS. Alors ils jouent à ça en sortant de l'école, ils rentrent de l'école, ils sont vachement tendus, ils en vont jusque-là, ils ne supportent pas, ils ont envie de tuer le maître. Mais alors évidemment c'est pas possible, alors ils se précipitent sur le FPS. Alors, des fois il y en a qui sont un peu plus doués en informatique que les autres. Il y a un ami qui m'avait raconté ça, et c'était dans le temps, quand c'était plus facile de biduler les jeux vidéo que maintenant. Non, c'est plus difficile. À une époque, il y avait des ados qui s'amusaient à photographier le maître et puis ils mettaient la tête du maître. Voilà. Donc ça c'est pendant une demi-heure, alors c'est vraiment pour se vider la tête. Voilà. Mais les mêmes après peuvent faire leurs devoirs. Et puis après, le soir, ils peuvent jouer à World of Warcraft, qui est un jeu en réseau, où on combat des monstres, mais on discute avec les copains, etc. Donc, oui, c'est vrai, ça existe. Le problème, c'est de savoir, quel jeu vidéo est bon pour moi,
et pour combien de temps ce jeu vidéo est-il bon pour moi. Les jeux vidéo ont beaucoup d'avantages. Le problème, c'est que ces avantages peuvent se retourner en inconvénients si on les joue trop longtemps. C'est-à-dire jouer 1 heure, 1 heure et demie à un FPS ou une demi-heure, c'est bien. Moi, des fois, ça m'arrive, c'est drôle, c'est agréable. Voilà. Mais y jouer 6 heures, ça devient un problème. Sauf si on y joue avec d'autres. Alors là, c'est autre chose. On fait une équipe, on se socialise, on discute. Donc, moi, c'est là que je fais la différence entre le jeu comme passion, et le jeu comme passion est semblable à toute autre passion, c'est-à-dire le propre d'une passion, c'est d'enrichir la vie. Donc, le jeu comme passion peut enrichir la vie. Et je fais la différence entre le jeu comme passion et le jeu comme pathologie. Pathologie appauvrit la vie. Alors, qu'est-ce qui fait le jeu comme passion? C'est le fait d'y jouer avec plaisir et puis d'y jouer avec d'autres. Et puis, qu'est-ce qui fait le jeu comme pathologie? C'est le fait d'y jouer tout seul, de n'être envoyé qu'à soi-même, et d'y jouer pour oublier qu'il y a un autre que j'aime pas, ou que je ne suis pas content d'être ce que je suis, ou que je ne suis pas content d'être avec d'autres. Voilà. Donc le jeu qui enrichit, c'est un jeu où, pas forcément... Si vous voulez, la différence entre le bon jeu, entre la bonne manière de jouer et la mauvaise manière de jouer, il faut comprendre, c'est pas en termes horaires. Ça, c'était il y a 10 ans, les chercheurs pensaient que 3 heures c'est bon, 4 heures, bonjour les dégâts. On n'en est plus là. Aujourd'hui, des chercheurs américains peuvent jouer 5-6 heures par jour, ça peut être très bien. Mais on peut jouer 2 heures par jour, ça peut être catastrophique. Tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on joue. Donc dans ces jeux que vous décrivez, je pense que des jeux en FPS, c'est bon sur des petites périodes, mais quand jouer très longtemps à des FPS, moi je commencerai à m'inquiéter. Voilà. Et en revanche, World of Warcraft, c'est forcément des jeux sur des grandes périodes, mais jouer tout seul à World of Warcraft, c'est très inquiétant. Par contre, jouer en équipe, jouer en guilde, ou faire des donjons ou des raids avec des camarades d'école qu'on retrouve dans le jeu, ça c'est bien. Madame, donc voilà, dites-leur que c'est très bien, mais demandez-leur, et alors combien de temps tu y passes, puis est-ce que tu joues à d'autres jeux? C'est ça la question.